Bienvenue dans les astuces de Madame, le podcast dédié à l'épanouissement des femmes noires. Découvrez des conseils inspirants pour l'acceptation de soi et l'estime personnelle. Rejoignez-nous pour une confiance rayonnante et préparez-vous à découvrir votre potentiel intérieur et à vous épanouir avec nous. Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, nous recevons Marie-Agnès. Coucou Marie-Agnès. Coucou, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Avec plaisir. On va tout simplement commencer. Je vais te demander de te présenter pour celles qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Marie-Agnès, alias Magnès Fit sur Instagram. Je suis coach sportif. J'ai bientôt 38 ans. Oui, merci. J'étais anciennement dans l'immobilier et à côté de ça, je suis atteinte d'endométriose, donc maladie féminine. Et je milite beaucoup au sein de l'association Endomine pour faire reconnaître cette maladie et faire avancer les choses. Donc il y a beaucoup de choses. On va bien discuter aujourd'hui. On va bien discuter. Donc tu disais que tu étais coach sportif. Aujourd'hui, tu es coach comment? En salle de sport, coach privé? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je fais un peu les deux. Au final, je suis responsable d'une salle de sport dans le 4e qui s'appelle Au Zénith, salle de sport premium. Donc, je gère une équipe de coachs là-bas et puis je donne des cours aussi parce que j'ai envie de rester quand même active, même en étant responsable. À côté, j'ai mon studio dans le 15e où je fais que du coaching privé. D'accord. Je coach aussi à la salle en privé. Et voilà, globalement, je fais du coaching privé dans le 15e et des cours et du coaching et du management dans le 4e. Voilà. Ok. Et les coachings que tu fais en privé, ça va être des hommes, des femmes, plutôt des femmes? Qu'est-ce que tu fais plutôt? Alors, de base, quand je voulais être coach sportif, c'était pour les femmes. Parce que voilà, moi, je suis une vraie militante pour les femmes. Girl power. Voilà, girl power à fond. Des illusions, mais globalement aujourd'hui, on va dire c'est 70% de femmes, 30% d'hommes. D'accord. J'ai pas ciblé particulièrement ma clientèle. Je fais selon les demandes et les besoins des gens. Après, je choisis mes coachings. Donc, je peux me permettre ça aujourd'hui. Oui, quand on est à son compte. Au début, c'était pas trop le cas, mais aujourd'hui, je choisis mes coachings parce que faut que ça soit aussi challengeant pour moi et aussi pour la personne. D'accord. Parce que s'il n'y a pas de challenge, même pour moi, c'est pas ça m'intéresse moyennement. Je vais un peu plus appuyer sur ça. Quand tu dis tu choisis tes coachés, tu choisis quel type de personnes tu aimes accompagner? J'aime accompagner des personnes qui n'ont pas conscience de leur potentiel. En général, c'est une question de feeling. C'est quelque chose qu'on ne peut pas trop expliquer. La relation entre coaché et coach, c'est une vraie relation humaine. Et déjà, il faut qu'il y ait ce feeling. Ce feeling-là, Parce qu'on a vraiment besoin qu'il y ait une confiance mutuelle. Moi, dans l'engagement et la volonté et l'envie du coaché, et le coacher dans mes compétences et ma capacité à l'élever. Oui. Et ça, c'est hyper important. Donc, en fait, en général, moi, la première séance que je fais avec quelqu'un qui veut potentiellement faire du coaching avec moi, c'est un entretien. Donc, où on va un peu parler de nos parcours. Surtout, moi, je vais écouter le parcours de vie, les goals de la personne, savoir si c'est réalisable, si c'est réaliste. Et voilà, et un peu jauger son envie. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont très envie, mais qui ne savent pas comment. Et c'est ces gens-là, moi, qui m'intéressent. Parce que le comment, c'est moi, et l'envie, c'est eux. C'est bien parce qu'il y a cette approche mindset aussi vraiment, où toi, tu cherches du sens. Et en fait, c'est pour que ça impacte vraiment la femme de l'intérieur. Exactement. Et que ça a un impact sur son extérieur, en fait, tout simplement. Exactement. Mais parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai perdu 13 ou 14 kilos en 2 ans. Mais pas du tout parce que je voulais les perdre. Et ça, je trouve c'est important que j'insiste là-dessus. J'ai pas perdu du poids parce que je voulais perdre du poids. J'ai pris soin de moi et j'ai perdu du poids. D'accord. C'est bien de le mentionner. Voilà. Parce que beaucoup cherchent à perdre du poids
volontairement. C'est exactement ça. C'est pas un goal. Le goal dans le coaching, et ce que je dis quand les gens arrivent et me disent oui, moi je veux perdre 10 kilos en 3 mois ou 20 kilos en 2 mois. En fait, je leur dis ben ça sera pas avec moi. Ouais. Et moi, ça tout. c'est clair, net et précis. Parce que le plus important, c'est de se dire, moi mon goal quand je prends des gens en coaching, je leur dis moi mon goal, c'est un jour, tu te mets devant ton miroir et que tu me dises, Marie-Agnès, la personne que j'ai vue dans le miroir, je l'ai aimée. Je l'aime. Et elle me plaît. Ouais. C'est ça le goal de la transformation. C'est d'avoir cet amour de soi, cette estime de soi et d'avoir un regard d'amour envers soi-même. Ouais. C'est-à-dire, voilà, moi, avant, quand je me regardais dans le miroir, je voyais que mes défauts. Aujourd'hui, que je prenne 2 kilos, que j'en perde 2, etc., ça change pas parce que ce que je vois dans le miroir, ça me plaît. Oui, en fait, tu t'es acceptée toi-même. Ok. Mais tu t'es pas acceptée toute ta vie, j'imagine. Ah, pas du tout, non. Qu'est-ce qui fait... Est-ce qu'il y a eu une étape précise qui a fait que tu es passée de celle qui s'accepte, celle qui ne s'accepte pas à celle qui s'accepte aujourd'hui? Alors, il y a eu beaucoup d'étapes. Ouais. Il y a eu énormément d'étapes. Je dirais les plus grosses. Les plus grosses, ça a été déjà la découverte de mon endométriose. Ça a été le premier choc. Ouais. Faut savoir que avant, je me posais pas la question de savoir si je m'acceptais ou pas. J'avais l'impression de m'accepter, mais j'étais jamais vraiment épanouie, j'étais jamais vraiment heureuse. Il y avait quelque chose qui me manquait. On me disait toujours, t'es une éternelle insatisfaite, t'es jamais heureuse, t'es jamais contente. Et en fait, c'est vrai. Mais sur le moment, je m'en rendais pas compte. Et donc, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu le premier, on va dire, cancer du col de l'utérus que j'ai eu, qui était au stade initial. Donc, ça a été opéré, traité très rapidement. Ouais. Et il y a eu vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de l'estime de soi. Ouais. C'est la tumeur, en fait, à l'ovaire que j'ai eue à l'âge de 27-28 ans. Ah oui. Non, je lui disais bêtise, 32 ans, n'importe quoi, Marie-Agnès. Ouais. 32 ans, non, 27-28 ans, je me suis mariée. Je n'étais pas encore à l'article de la mort. Non, à 32 ans. Et en gros, ça a été le début de la renaissance. Moi, je dis souvent que cette tumeur cancéreuse, elle m'a sauvé la vie. Ouais. Parce qu'elle a redonné de la valeur à ma vie. Elle m'a fait prendre conscience de la valeur de la vie. Et elle a fait bouger pas mal de choses. Et elle m'a aussi fait prendre conscience de ma force et de tout ce dont j'étais capable. Que hors maladie, j'aurais jamais soupçonné. Parce que quand à 32 ans, on t'explique que tu as une tumeur gradée sur l'ovaire et que on va t'opérer, que après, tu es censé faire des chimios, etc., que tu as des récidives, etc., t'envisages déjà ta mort. Clairement. Mais tu le dis pas. Parce qu'en fait, il faut dire que c'est pas un événement. Pendant l'événement, je l'ai pas montré. Mais c'est après coup où je me suis dit, t'es quand même une warrior. Clairement. Voilà. Clairement. Et c'est ça, en fait, qui a fait que à partir de là, j'ai commencé à prendre soin de mon corps. Ouais. C'est là où la vie, elle a changé pour moi. Parce que j'ai pris conscience, on sait tous, on nous matraque la tête en mode votre corps, c'est ce qui va vous suivre toute votre vie. On a beau nous le dire, les gens, en fait, moi, la première, à l'époque, ne l'entendent pas. Et ils vivent comme si la vie était illimitée, qu'on avait tout notre temps, qu'on aura le temps de prendre soin de son corps après, on aura le temps de faire attention, on aura le temps de bien manger, d'avoir une vie saine. Et au-delà de la nourriture et du sport, d'avoir une vie équilibrée et saine en termes de stress, en termes de fatigue, etc. Ouais. On nous le matraque, mais on le met pas en pratique. Et moi, quand après la deuxième récidive, je m'en suis sortie, vraiment assez, grâce à Dieu, facilement, on va dire. Tout de suite après, je me suis dit, déjà, ce que tu as fait, c'est top. Ouais. Enfin, j'ai vraiment traversé les épreuves, mais sans trop prendre conscience des épreuves. C'est après que j'ai réalisé ce qui s'était passé, tu vois. C'est 1 an après que je me suis... mais pendant, je faisais juste les choses. Et je voyais les gens autour de moi qui me disaient mais t'es trop courageuse et tout. Et ça, je voulais pas l'entendre. Oui. C'est quelque chose qui m'énervait.
J'étais là, mais non, je suis pas courageuse, j'ai pas le choix. Ouais. Non, parce que, enfin, tu te dis ça, mais une personne qui va pas peut-être avoir, on va dire, c'est du courage quand même, mais c'est une personne qui va être déprimée, qui va voir les choses autrement, elle peut se laisser mourir, en fait. Et Alors toi, tu oui, t'es pas laissé ce choix-là, en fait. oui, mais c'est là où je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui font que tu te laisses pas ce choix-là. Mm. C'est qu'en fait, quand moi ça m'arrive, cette tumeur, ces deux tumeurs-là, Mm. quand ça m'arrive, je me dis, je ne peux pas mourir maintenant Ouais, parce qu'en fait, je n'ai rien accompli. ça, c'est fort. Et Ouais. vraiment, ça a été le truc qui a fait Mm. que il était hors de question que je meure. Mm. Je peux pas mourir maintenant. Je sais pas ce que j'aime. Ouais. J'ai pas laissé. Alors, je dis pas qu'on vit pour laisser des marques, attention. Non, oui. Mais j'ai là l'intime sentiment et je suis convaincue Mm. que ma mission, elle est pas faite. Donc, je peux pas partir maintenant. C'est pas possible. Mm. Et c'est vraiment ce qui fait que je me suis dit, mais c'est sûr que je ne vais pas mourir. Ouais, en mode, c'est mort, c'est pas mon C'est pas heure. mon âge, je suis pas d'accord. Non, Tu vois. là, y a pas J'étais moyen. pas du tout en accord. J'ai dit Ouais. c'est mort, je Mm. ne vais pas mourir. J'ai rien Ouais. fait. Je suis dans un boulot qui a pas de sens pour moi. Tu faisais quoi? J'étais responsable dans l'immobilier chez un gros Mm. promoteur. Je gérais le déploiement d'une marque qui était des résidences de services pour personnes âgées. À Mhm. la base, c'était quelque chose qui m'intéressait parce qu'il y avait ce côté filiation, personnes âgées, etc. Mais au final, ça reste quand même de l'immobilier, ça reste quand même Ouais. Très de commercial. l'argent, Ouais. ça reste quand même quelque chose de pas très, enfin, humain. Ouais, c'est business en Ouais, vrai. c'est du business. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai fait toujours que j'ai travaillé que dans l'immobilier. Et c'est vrai que bon, à chaque fois, je me disais, ah, je restais 1 an, 2 ans, 3 ans. Et au bout de 3 ans, ah, je suis saoulée, j'en peux plus, je veux Mm. changer. Et j'ai jamais été ultra heureuse de ce que je faisais, en fait. Ouais. Donc, non, je me disais, j'ai fait ça, je me suis mariée, ok, j'ai acheté un appartement, mais je suis pas heureuse, j'ai pas l'impression d'être à ma place Ouais. sur aucun pan de ma vie. Ouais. J'étais pas à ma place dans ma vie privée, j'étais pas à ma place dans ma vie professionnelle. Mm. Niveau santé, mon corps, il faisait sa vie et moi, je gérais plus rien du tout. Ouais. J'étais, ah, mais il y a rien qui va, ma chérie. Donc là, c'est pas possible de mourir comme ça. Ouais. Donc là, en fait, c'est vraiment ça qui m'a. Où j'étais mindsetée en fait, en mode faut que je me relève. Et quand je vais me relever, faut que je fasse les choses. Parce Ouais. que j'ai réalisé les choses. Et c'est ça qui a fait que pour moi, j'ai changé derrière et j'ai tout changé dans ma vie. Alors que tu vois, quand tu racontes ce que tu faisais, ce que tu étais avant, donc tu dis que tu travaillais pour un gros promoteur dans Mm. l'immobilier, tu étais mariée. euh, Quand on entend comme ça, à 32 ans, une grosse boîte, tu gères une équipe, tu as de l'expérience, là, de loin, on se dit, mais t'as la vie parfaite, c'est Mais génial. ouais. Mais en fait, non, t'étais pas heureuse dans Non, ce cadre parfait que nous impose un peu la c'est société. ça, Tu exactement. n'étais pas heureuse, en J'étais fait. pas heureuse et surtout, je me rendais compte Mm. que j'étais vraiment à l'étroit, dans une case qui. C'est comme si j'étais un rond et qu'on voulait me mettre dans un carré. Tu Ouais. vois, c'est vraiment cette sensation de. En plus de toujours jouer un rôle, d'être à côté de moi, tu vois, de pas Mm. être. De pas pouvoir m'exprimer. Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un de très folle, très fun, j'aime rire, Mm. j'aime danser. Ouais. Voilà, et là, j'étais tous les jours avec mes petits escarpins, derrière mon Ouais. petit PC, tu vois, et je dis pas que c'est pas bien, attention, je Oui, dis mais juste que t'étais pas toi, moi, en fait. personnellement, ça Mhm. fitait pas avec qui j'étais. Ouais. Et en même temps, pendant des années, on a tellement voulu que je rentre dans ces cases-là, que ce soit pendant l'école, les Mm. études supérieures, le mariage, les postes. En fait, tu vois, genre, c'est tout tracé Ouais. et il faut suivre le truc. Et Mm, comme si tu n'avais mm, pas d'autres options. Mais mm. quand il y a eu Cette ce maladie. problème, Ouais. en fait, dans ma vie, je me suis dit, mais en fait, t'es pas heureuse, tu ne te connais pas. Parce qu'en plus, quand j'ai été malade, j'étais en arrêt pendant presque 6 mois. Ouais. Ok, donc je ne pouvais pas travailler. Alors Mm. que moi, j'étais une grosse carriériste, je faisais que travailler, 50 Ouais. heures par semaine. Ouais, tu... C'était vraiment Ouais, n'importe ouais, quoi, comme si genre la boîte c'était la boîte de mon père et ça reposait sur mes épaules, tu ouais. vois. Ouais. Alors que pas du tout, hein. On Mm. est tous sur des sièges éjectables, hein. Exactement. Donc faut travailler Travailler pour pour gagner pouvoir son salaire, voilà, voilà, et mais c'est pas bon. l'inverse, tu vois. Mm. Et c'est vrai que bah, pendant 6 mois j'étais à l'arrêt Mm. complet et je ne pouvais pas travailler. Donc déjà je me disais, oh, en fait,
quand je travaille pas, je suis qui? C'est Ouais. exactement la question qui est arrivée. C'est-à-dire que au début, j'ai très mal vécu l'arrêt Mm. parce que j'étais toujours là en contact avec mes équipes. Je voulais. Et en fait, à un moment donné, petit à petit, la distance, elle s'est imposée et il y avait un vide. Et ce vide-là, Ouais. c'était genre en mode qui tu es, Mm. qu'est-ce que tu aimes, Mm. qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour toi, qu'est-ce qui t'anime, Mm. est-ce que tu sais ce que c'est que l'amour, Alors vraiment. que t'étais mariée. Oui, Ouais. C'est ouf, hein. ouais. Je ne savais pas. Mm. J'étais devant une feuille complètement vide. C'est comme si Ouais. j'étais née Mm. cette année-là. Tu vois, en 2018, 2019, je suis née cette année-là. C'est ouf, hein. Parce qu'on t'a dit, oui, là, c'est bon, tu risques de mourir, cette maladie fatale. Mais non. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. C'est ça. En Ouais, fait, c'est pas que à ce j'avais rien moment-là, fait, oui, mais mais rien qui te convenait. Et tu t'es dit, en fait, t'as refait le point en mode comme si t'étais capable de faire tellement de choses et que tu t'étais restreint pour plaire aux autres, au c'est regard des exactement autres, ça. Mais c'est alors que bien t'as sûr. rien fait qui te convenait. Ouais. Mais c'était, en fait, tout Mm. ça, ça plaisait au regard de mes proches, Ouais. ça plaisait à mes parents, Mhm. ça plaisait à la société, à mes amis avec qui j'ai grandi, qui ne sont plus mes amis En aujourd'hui. plus. Parce que c'est pareil, la c'est plus la période même de vision. solitude, là, Ouais. c'est une période de nettoyage aussi. C'est-à-dire Mm. que ça nettoie aussi les gens autour de toi. La maladie, ça nettoie autour de toi, vraiment. Ouais. Et tu as des belles surprises, des belles rencontres, et tu as Mm. aussi des grandes déceptions. Mm. C'est-à-dire que tu as des gens, par exemple, moi, ma famille, pendant cette période-là, je parle pas de mes parents, parce que Oui. mes parents, mon frère, ma soeur, c'est à part, mais ma famille, frères et sœurs de mes parents et tout, pendant toute la période de maladie, je n'ai jamais eu de nouvelles d'eux. C'est incroyable. Je n'ai peut-être une ou deux, mais Mm. majoritairement pas plus de nouvelles que ça. Mm. Pas plus de nouvelles, et voilà, et tu nettoies, et au début tu te dis, oh, mais je suis dépossédée de mes amis, je suis dépossédée de ma famille, en fait, je vais jamais pouvoir vivre sans cet entourage, Oui. tu vois, auquel je suis attachée et tout, et c'est pareil, tu vis très bien, en fait. Tant que tu arrives à rentrer dans cette autosuffisance Mm. émotionnelle, parce que Ouais. c'est ça le plus important, Oui. cette C'est ça. autosuffisance Mm. émotionnelle, en fait, quand tu te suffis et que ta solitude, tu la remplis de toi-même, Mm. C'est bon, en fait. voilà, ça y est, t'es un adulte. Ouais. En fait, tu t'es rempli intérieurement, en Ouais, fait. c'est ça. Parce que ouais. Ouais, parce que j'étais T'étais vide, en fait. Clairement, mais c'est ça, t'étais vide. Parce que si à un moment, tu t'es dit, en plus, t'as utilisé le terme feuille blanche. Ah oui, C'était feuille blanche, donc ah, t'étais mais oui, vide. j'étais complètement vide et je devais tout recommencer. Mm. En fait, l'image que j'utilise tout le temps pour ce passage de ma vie, Mm. c'est un tsunami. Ouais. C'est comme s'il y a un tsunami qui est passé sur tout mon passé, ce que j'avais fait, Mm. et tu te réveilles du tsunami, et ben le tsunami, il a tout balayé. T'as plus Ouais. rien, en Mm, fait. mm, mm. C'est juste des maisons cassées, des arbres cassés, et un truc vide. Mm. Donc là, après le tsunami, ben, c'est la reconstruction. C'est ça. Et ben pour moi, ça a été ça, c'est un tsunami. Mm. C'était effrayant, c'était J'imagine. tétanisant, Ouais. et en même temps, ça a été très boostant, on va Mm. dire, parce que ça m'a fait me révéler. Ça m'a révélé des capacités que je ne soupçonnais pas. Mm. Et voilà, et pour le coup, s'il y avait bien un moment dans ma vie où j'ai été fière de moi, Mm. c'est quand j'ai décidé d'aller au bout de ce cheminement et de quitter mon job, en plus très proprement, avec l'accord de mes boss. Enfin, ça s'est Ouais. très très bien T'es passé. parti le cœur léger. Voilà, Mm. et en plus j'ai exprimé, en plus ils savaient ce que j'avais traversé, hein, donc Ouais. ils étaient là. Hein. Donc, T'étais pas là pendant 6 mois et donc 50 heures à plus là, oui, ils l'ont bien vu. ils ont vu. Ouais. Mais ça s'est bien passé, ils ont vraiment géré et tout. Mm. Et c'est vrai que c'est la transition et d'avoir ce courage-là. Tout le monde me dit, oh là Aussi. là, t'as eu le courage de plaquer ça. Mais en fait, je disais, mais en fait, c'est pas du courage. Mm. C'est pas du courage. C'est juste une évidence. Ouais. C'était une évidence. Mm. C'était clair en fait Oui. pour toi. Mais aujourd'hui, Mm. c'est-à-dire 3 ans après, Mm. quand je réalise, je me dis, mais moi, j'aurais été ta pote. J'aurais dit, mais t'es complètement malade, ma chérie. Vraiment. Genre, Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? vraiment. Genre, tu te jettes dans le vide en fait. Mais oui, mais c'était vraiment ça. Parce qu'il Mm. faut savoir que avant que je quitte mon job, j'avais découvert la boxe thaïlandaise. C'est là que j'ai Ouais. découvert la boxe. Je suis partie en Thaïlande toute seule pendant 1 mois et demi. J'ai pris mon sac à dos.
Je suis partie. Ma mère, elle était... En PLS. Oui, le médecin, je t'en parle même pas. Je vais dans un pays comme la Thaïlande, quoi. Ouais. Comment rapatrie mon corps, tu vois, genre. Au cas où. Ils étaient tous comme ça. Et moi, je pars en Thaïlande toute seule, alors que j'avais jamais été en Asie plus que ça. Je connaissais pas. Et donc, je pars en Thaïlande. Pendant la Thaïlande, c'est là où je réalise, c'est là où vraiment je réalise l'année que je viens de passer, ce qui s'est passé dans ma vie. C'est vrai qu'en Thaïlande, je vis des moments très difficiles où je craque parce que je réalise, parce que le cancer, enfin la tumeur cancéreuse, qui s'appelle un cancer, mais voilà, m'a rendue stérile. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dû m'enlever les ovaires. Ouais. Donc au final, je me retrouve à 32 ans sans jamais pouvoir être mère naturellement. Ouais. Mais moi, tout ça, quand tout se passe, les médecins m'annoncent ça. Ah, ok. Même les médecins, ils disaient, mais quand est-ce qu'elle va réaliser ouais, ce qui se passe, ouais. Est-ce qu'elle va réagir à un moment Parce que moi, pendant tout le temps, j'étais là, ok, donc il faut que je fasse quoi? Ok, il faut faire un TAP scan. Ok, je vais y aller. Ok, il faut faire ça. Il faut se faire opérer. Ok. Et moi, toujours très sur je survolais. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'un an après, pile poil, j'étais en Thaïlande. Et c'est là où je réalise. Ouais. Là où je réalise tout l'effondrement. Et où je réalise ma relation de presque 14 ans qui s'est terminée justement pendant la maladie. Dès que j'ai su que j'avais ma tumeur, j'ai mis un stop. Tu t'es arrêté, c'est toi qui as décidé de partir. Exactement. D'accord. Parce qu'en fait, je voyais bien que c'est une relation qui était en train de me tuer à petit feu. D'accord. Et que j'enchaînais des problèmes de santé. J'enchaînais. Cause de cette... Enfin, c'est une des causes. Pour moi, c'est le tout. C'est le travail, la relation toxique, l'entourage toxique, l'entourage. Entourage très important. Ouais. Parce que oui, pendant cette période-là aussi, l'entourage était important. Il était petit, mais il était fiable et très présent. Ouais. Et c'est vrai que le fait que moi, j'adore tous les enfants aiment leurs parents, mais moi, pendant cette période-là, mes parents ont eu un très gros rôle dans mon combat, etc. Et encore aujourd'hui, mes parents ont toujours été d'un très grand soutien et support dans tout ce que j'ai fait. Et quand il y a eu la maladie, etc., ils m'ont tellement montré qu'ils m'aimaient, sachant qu'en plus, on ne va pas se cacher dans notre communauté, se dire qu'on s'aime, c'est compliqué. Et moi, j'ai eu un papa et une maman qui était plus démonstrative, mais un papa qui a été là et qui a pu, sans me dire je t'aime ma fille, voilà, qui m'a démontré et montré qu'il m'aimait et que j'étais importante et que j'avais beaucoup de valeur à leurs yeux. Et la Thaïlande, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur moi? La Thaïlande, c'est que je suis partie toute seule. Et c'est une période un peu de transition parce que j'étais plus malade, j'étais dans mon année de suivi, machin. Non, c'est pas rémission. Ouais, j'étais pas encore déclarée en rémission, mais c'était les contrôles tous les 6 mois, etc. Oui, tu vois, donc tout va bien. Voilà. Et c'est vrai que j'étais encore en poste et tout, et je pars en Thaïlande toute seule, et là-bas, je fais des rencontres incroyables, et surtout, les gens ne me connaissent pas et m'aiment. Ouais. Je vois, tu pars de zéro, on n'a aucune image, aucune identité. Voilà. Ouais. Et ils m'aiment et m'acceptent comme je suis. Ouais. Et ça, la Thaïlande, ça a été le déclencheur de tout le reste. Parce qu'ils m'ont donné une valeur sans que j'ai à prouver. J'ai pas eu à me battre, tu vois, pour me faire aimer. Et en fait, il y a un des coachs d'un des camps de boxe où je suis allée boxer. Je m'entraîne et tout, et au bout du 2e jour il vient me voir, il me dit il y a quelque chose dans ton regard. Il me dit c'est très fragile et c'est très fort en même temps. C'est beau. Et j'étais là, mais t'as vu tout ça? Comment t'as fait? T'as vu tout ça dans mes yeux? Et il me dit oui, il y a un feu, il y a un grand feu dans tes yeux. Et après il m'a invité dans sa famille et tout ça, mais il m'a dit il y a quelque chose dans tes yeux qui ne trompe pas. Genre vraiment, on arrive à lire en toi et t'es une vraie personne. Une vraie belle personne. Il a vu ton entièreté en fait dans tes yeux. C'est beau. Exactement. Et ça a été vraiment le changement. Et à partir de là, je me suis dit, j'ai plus à prouver à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Je vois rien, personne. De toute façon, on est seul, on meurt seul. Donc ça, faut le rappeler aussi. Oui, non, mais c'est ça.
Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai commencé à faire les choses pour moi. Ouais. Et à penser à toi. Voilà. Et à ton En bien premier. à toi. C'est ça. Voilà. J'ai commencé à pratiquer ce que j'appelle l'égoïsme sain. Alors, on me dit oui, mais l'égoïsme, c'est pas ça. En fait, j'ai compris que j'aime des gens. Moi, j'aime les gens. En général, je suis quelqu'un qui aime l'être humain malgré tout. Oui, je comprends. Voilà. Malgré tout. Malgré le tout, vraiment en majuscule, tu vois. Mais ça m'anime parce que je trouve que l'être humain, les rencontres, ça t'apporte tellement de choses. C'est hyper enrichissant et tout. Et voilà, je suis très curieuse humainement, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que, je sais pas, l'être humain, si tu veux l'aider, si tu veux aider l'autre, la personne que tu aimes, si tu es au même niveau qu'elle, comment tu peux l'aider? C'est ça. Tu peux pas. Donc en fait, moi, j'ai pensé à moi. Et je me suis concentrée sur moi, sur ma construction, pas que professionnelle. Hein. C'était vraiment un tout. Prendre soin de mon corps, prendre soin de mon entourage, prendre soin de mes projets, avancer. Pas parler. Alors, j'ai arrêté de parler. Sauf aujourd'hui. Oui. Mais c'est vrai que besoin de j'étais te très concentrée, concentrée, j'ai coupé énormément de liens. Et je me suis pas embrouillée avec les gens. C'est juste que pour moi, c'était des liens qui ne me nourrissaient plus. Donc, c'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect et à qui je souhaite énormément de bien. J'ai pas d'animosité envers qui que ce soit. Mais en revanche, je savais que c'est des gens qui ne m'apporteraient pas dans le chemin que je voulais prendre. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai fait mon petit bout de chemin. Et après, arrivé là où j'en suis aujourd'hui, où c'est pas on n'est jamais au max de ce qu'on... Oui, la meilleure version de soi-même. Sinon, ça s'appelle la mort. Ouais. Au bout d'un moment... Oui, il faut s'arrêter. Voilà. Il y a un moment où on pause, quoi. Voilà. Mais on va dire que l'évolution, le développement, c'est tout le temps, c'est toujours machin. Mais on va dire que je suis arrivée à un stade où, aujourd'hui, j'ai pu faire travailler des gens, que des amis que j'estimais énormément, mais que j'ai pas fait travailler parce que c'était mes amis. Hein. Je fais travailler parce que c'est des gens talentueux et que, en plus, c'est mes amis. Donc, si je peux, nanani. Mais j'aurais pas pu le faire il y a 2 ans. Si j'étais restée là, entre nous, et si je m'étais pas, j'avais pas été égoïste et j'avais pas été concentrée, j'aurais pas pu construire ce que j'ai construit et j'aurais pas pu donner de la force comme je peux donner de la force aujourd'hui. Tu vois? Clairement. Donc pour moi, c'est de l'égoïsme sain, c'est de la concentration saine, c'est-à-dire ne pas être déconcentré, ne pas être dévié de tes objectifs. Tes objectifs, ils sont là, tu les connais, tu sais vers quoi tu tends. Alors, le chemin, il est ce qu'il est et on maîtrise pas tout et ça s'appelle la vie, et heureusement. Sinon, on fait n'importe quoi, clairement. Voilà. mais clairement, je pense que l'égoïsme et le fait de se centrer sur soi-même de façon saine et consciente, c'est ce qui amène à la réussite. Mais sur tous les plans. Parce qu'après, même dans tes relations, il y a des gens qui vont totalement comprendre ce processus et ce temps, qui seront toujours là, qui ne bougeront pas. Voilà. Et puis, ça te fait aussi le nettoyage sur les gens qui vont vouloir aussi te tirer vers le bas, te dévier de ta trajectoire et qui vont te reprocher. Moi, j'ai des gens qui vont reprocher de ne pas venir faire la fête, me reprocher de travailler trop. Il faut se mettre à ta place aussi, il n'y avait pas cette empathie. Et en fait, je disais, mais vous devriez juste être très content que ça fonctionne et que je travaille, surtout qu'aujourd'hui, je suis à mon compte. Oui, donc, c'est pas la même chose. Ne te plains pas que ton ami fasse du business et soit concentré sur son business. Et il y a des gens comme ça. Et ces mêmes gens, quand tu leur annonces que tu changes de carrière, c'est les premiers à te freiner. C'est les premiers à te mettre des stops, à te dire qu'est-ce que tu es en train de faire, tu es complètement folle, c'est hyper dangereux, pourquoi tu restes pas dans la situation dans laquelle tu es, elle est très confortable financièrement. Certes, c'est vrai. Mais c'est leur peur à eux, en fait, qui te transmettent, en vrai. C'est pas... Mais c'est complètement ça. Parce que c'est des gens qui, 2-3 ans après, sont toujours dans les mêmes jobs, qui ne sont pas épanouissants, qui ont plein de talents en plus, autres, et qu'ils connaissent, et que moi aussi je connais, mais qui n'auront pas ce... En vrai, si on n'a pas ce courage et cette audace de se dire, voilà, je n'aime pas ça, je n'aime pas ce que je suis, maintenant je vais vers quelque chose que j'aime. Entre guillemets, je dirais limite que la maladie, elle a été bénéfique pour toi. À 100%.
Parce que... C'est très grave ce que je dis parce que les Non, gens sont choqués quand je dis ça, mais pour moi, ça m'a sauvé la vie. Parce que c'est ça, sinon, j'aurais eu une vie lisse sur le papier, c'est ça. mais j'aurais été quelqu'un de tout le temps triste et déprimé. Parce qu'avec le recul, je me rends bien compte que pendant ces années-là, j'étais en dépression. C'est ça. J'avais des envies suicidaires. Enfin, c'était vraiment une période de ma vie horrible, mais j'étais dedans. Et j'avais pas... T'avais pas J'étais ce sous recul. l'eau, En en fait, fait. t'as pas eu ce moment de recul. Et c'est comme si pour moi, Dieu t'a donné cette maladie pour que tu prennes ce Ah, mais recul, pour que tu complètement. fasses une pause et que tu sois un acteur de ce monde. C'est Mais ça. c'est complètement ça. Mm, Mais pour moi, c'est vraiment une chance. mm. C'est une épreuve, comme on dit. Oui, c'est une épreuve. Dieu éprouve ses meilleurs soldats. Voilà. Voilà, J'en fais partie du coup. tout à fait. Je suis commandante de l'armée de Dieu. Mais blague à part, Mm. pour moi, c'est vraiment ça. Et quand je vois des gens qui sont dans des périodes de leur vie qui sont compliquées, Ouais. en fait, à chaque fois, je leur dis des phrases que je sors tout le temps, mais qui sont hyper Mm. importantes. C'est que rien n'est immuable dans cette vie. Ici-bas, rien n'est immuable. C'est-à-dire que tout peut changer. Mais Mm. dans le bon comme dans le mauvais. C'est ça. C'est ça, dans le bon comme dans le mauvais. Faut juste être préparé. Mm. Et moi, j'ai toujours eu confiance. Ouais. Même quand j'ai douté, parce qu'on est tous humains, j'ai eu des Mhm. moments de doute. Ce qui est normal. J'ai eu beaucoup de moments de doute. Mais à chaque fois que je doutais, je me disais, si je crois vraiment, si j'ai vraiment la foi, je ne peux pas douter. Mm. Je ne peux pas douter. Mm, mm, mm. Parce qu'en fait, on va pourvoir à mes besoins, Mm, mm, mm. à mes questions. C'est ça. J'aurai les réponses. Mm. Mes besoins X ou Y, j'aurai mes réponses. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis ma maladie. Cette espèce de... Ouais, oui, ma foi. Ma foi, elle Ouais. s'est vraiment développée. Et après, sans rentrer dans les détails, mais c'est vraiment de me dire, j'ai confiance en moi. Mm. Je sais que Dieu a confiance en moi et que les choses, elles sont prévues. Mm. Elles sont prévues. Mhm. Donc, tu es une bonne personne, tu te comportes bien, tu fais les choses correctement, tu as des bonnes intentions. La roue tourne dans le bon sens. Il n'y a pas de raison pour que ça n'aille pas. Et même Ouais. si aujourd'hui ça ne va pas, Ça finira par ça aller. finira par aller. C'est ça, Et j'en suis la preuve vivante, clairement. tu vois. Mm. Et à chaque fois, je suis hyper... quand je vois des gens dans le mal, je leur dis, je sais que tu n'as pas envie d'entendre ça maintenant parce que tu es dans le mal et Ouais. que tu veux pas l'entendre. Mm, mm, mm. Mais juste, tout est temporaire. La vie, c'est cyclique et il n'y a qu'une chose de définitive, c'est la mort. Mm. C'est ça en fait. Et à partir du moment où ça, c'est pas arrivé, tout peut changer et tu peux changer. Mm. C'est-à-dire que il y a des choses que tu maîtrises pas, mais il y a des choses que tu maîtrises. Et tout ce que tu peux maîtriser, tout ce sur quoi tu peux avoir un impact, fais-le. Mm. Il faut le faire, il faut être acteur de sa vie. Pas spectateur, vraiment acteur. Après, comme je dis, il y a des trucs qu'on maîtrise pas. Par exemple, la maladie, tu la choisis Oui, pas. tu la vois, choisis tu pas. choisis pas d'être malade. Tu choisis pas de... En revanche, tu choisis comment tu la vis. En fait, c'est ça. Tu choisis comment tu la vis et toi, tu as choisi de la vivre, je dirais, pas... En fait, t'as pas décidé de subir ta maladie. Non. T'as pas voulu la subir, t'as pas... Et même quand tu dis, ouais, j'étais vraiment, oui, d'accord, je fais comme ça, parce que toi, en fait, dans ta vision, c'était, faut que je passe le cap, faut que j'y aille, Ouais, faut que j'avance. En fait, t'étais fixé sur tes objectifs, t'avais pas le temps de souffrir, de dire, je suis malade, je suis au bout de ma vie, je vais mourir. Il y avait pas, en fait, il y avait pas cette période-là, Non, tu t'es pas laissé, en fait, ce temps-là, Non. et c'est pour ça que t'as explosé après. Ouais. Mais, Non, c'est vrai que Ouais. non, j'ai pas eu le temps. En fait, je me suis jamais laissée abattre. ouais, Mais ça faisait flipper les médecins même. Hein. Genre, oui, parce qu'en fait, ils se disaient, mais elle réagit bizarrement. t'as pas conscience des choses, Voilà, mais en fait, oui. j'avais très très conscience des choses. Ouais. Hein. Je n'étais pas du tout dans le déni. Hein. Mais j'avais absolument pas. En fait, je me disais, si je suis là à me plaindre de la situation, elle est ce qu'elle est. Oui, en fait, Non, même mais si tu enfin, tu sais, pleures, genre, t'es au bout de ta vie, ça va rester la même chose. Ça va pas changer le schmilblick, tu Non, vois. mais grave, ça va pas sortir J'étais de très ton corps. consciente du fait que Ouais. c'était là. Ouais. Il y avait des trucs à faire. Mm. Fallait faire en sorte d'eux. Ouais. Et il fallait avancer. Et c'est vrai que le coup dur, le gros, la réalisation, c'était longtemps après. Je me suis pas laissé la possibilité de m'effondrer à ce moment-là parce que je savais très bien que c'était pas le moment. Mhm. Tu vois.
Je me suis aussi interdit à ce moment-là de m'effondrer. Oui. Je me suis effondrée après, l'année d'après, quand j'étais en Thaïlande toute seule. Là, oui, je me suis effondrée. Parce que j'ai réalisé que, mince, là, tu as 33, 34 ans, tu pourras jamais être mère. Tu sors d'une relation de 14 ans. Tu es atteinte d'endométriose à un stade avancé, ce qui te fait souffrir au quotidien. Tu fais un job qui te plaît plus, parce que la Thaïlande, c'est juste avant que je pose ma démission. Et je suis en Thaïlande et je réalise ça, je réalise tout ce qui s'est passé et je me dis, mais... Et là, ouais, je pleure. Là, je pleure. Là, je m'effondre. Là, mais je pleure comme... ce soir-là en Thaïlande, je pleure comme j'ai jamais pleuré de ma vie. Tu sais, les larmes où tu peux même... T'as mal à la gorge, tu peux même plus parler, il n'y a aucun son qui sort de ta bouche. Tu suffoques, tu n'arrives plus à respirer. C'était vraiment les gros sanglots, quoi. Mais imagine tout ce que tu as vécu derrière, c'est tout à fait normal, en fait. Oui, mais après, quand j'en ai parlé et tout avec mes proches, je leur ai dit... Quand tout le monde me disait, ouais, comment tu fais pour enchaîner les opérations, enchaîner les rendez-vous, j'étais hyper organisée, enfin, tout ça, tout ça. Concentrée. Mais en fait, je devais le faire, j'avais pas de choix. Et en fait, je pouvais pas, et ça, c'est vrai que c'est peut-être un instinct de protection, je pouvais pas mettre d'émotion à ce moment-là, tu vois. Genre, je savais que si je mettais de l'émotion à ce moment-là, j'étais morte. Ouais. Non, mais oui, parce qu'on dit que le mental a aussi un impact sur ta guérison. Que quelqu'un qui mentalement n'est pas bien, il va avoir plus de mal à guérir que quelqu'un mentalement qui est bien, en fait. Oui, mais parce que je pense que c'est un... C'est le corps, en fait. C'est oui, parce qu'il faut savoir que tout vient de là. Donc, c'est quand même le cerveau qui est à l'origine de tout ce qui se passe là. Et je pense que peu importe l'échéance, je sais que, par exemple... et ça je le dis souvent à mes proches, si demain je devais mourir, je sais pas, je sors, je me fais renverser, je ne souhaite pas ça. Nous ne souhaitons pas ça après un épisode de podcast, vraiment. Mais, vraiment pas. Mais c'est vrai que je dis, aujourd'hui j'aurais beaucoup moins de mal à mourir qu'il y a 3-4 ans. Oui, parce que tu as vécu plus de choses. Parce qu'aujourd'hui je suis heureuse. Et ta vie a plus de sens. Voilà. Je suis heureuse, je suis hyper contente de ce que je fais. Je fais un métier qui me passionne, je rencontre des gens exceptionnels. J'ai l'impression, en fait, le fait d'avoir survécu à tout ça, à la dépression, à un mariage toxique qui m'a fait beaucoup, beaucoup de mal, à l'endométriose, au parcours de fécondation in vitro, parce que moi j'ai fait tout ce qui était PMA, fécondation in vitro, etc. La tumeur, etc. Je me dis, franchement, après tout ça, tu peux être qu'heureuse. Bah, clairement, parce que là... bah oui. En fait, je me dis, je crois, en fait, Dieu m'a dit, tu sais quoi, je vais te condenser tous les problèmes en 3 ans. Si tu survis, tu auras une belle vie après. C'est ça. Je te teste. Mais c'était peut-être aussi une manière de te faire comprendre les choses, en fait, tes capacités. Et surtout que tu pouvais avoir une autre vie et que tu étais chanceuse de ce... En fait, tu pouvais tout basculer, c'était juste toi. Tu avais juste à le décider, en fait. Ouais, mais c'est... En fait, oui, mais je pense que c'est très compliqué. Parce que, tu en parlais tout à l'heure en off. Faire ce choix de vie, c'est aller à contre-courant de tellement de choses. Tu vois, et c'est aller à contre-courant des souhaits de mes parents. Alors je dis pas que mes parents ils voulaient du mal pour moi, c'est pas du tout ça, c'est cette pression de réussite, voilà, de contre-courant de la société, parce que tu as 35, 32, 33, 35 ans, tu te sépares, tu es dans une situation confortable financièrement et tout. Tu plaques tout pour te mettre à ton compte. En mode, qu'est-ce que tu es en train de faire, la marionnette, tu vois, Et c'était... Sur le moment, je ne me suis pas posé de questions. Donc, en vrai, heureusement. Oui, parce que sinon je l'aurais pas fait. J'aurais pas fait. Mais avec le recul, je me dis... ouais, en fait, c'était pas si simple que ça, quoi. Non, clairement. Mais je pense qu'il n'y aurait pas eu la maladie, je me serais pas posé de questions. En fait, ça a aussi forgé ton mental et ton mindset était du coup totalement différent. En fait, le mindset était différent dans le sens où, en fait, je savais que je m'étais dit dans ma tête, tu vois, quand il s'est passé tout ça, je m'étais dit, si jamais, parce que j'avais quand même un doute, on me dit, oui.
je me disais, je vais peut-être mourir ou ça va peut-être s'aggraver. Bref, Oui, oui. j'avais quand même dans un coin de ma tête, j'étais pas dans le déni, je savais qu'il y avait ça, tu vois. Mm. Mais je m'étais promis que si jamais je m'en sortais, que j'allais vraiment vivre Vivre ta vie. ma vie à 100%. Mm. Et j'avais fait une to-do list de choses qui me faisaient peur pendant cette période-là et Ouais. que j'ai barré au fur et à mesure. Mm. Entre autres, c'était partir en Asie toute seule, faire de la Ouais. plongée, faire du parapente, faire de l'escalade parce que à la base, apparemment, j'avais peur du vide. À ce qui paraît, à Et, l'époque. et du coup, bah en fait, non. Pas du tout. J'ai peur. Alors, je vais dire un truc. Ouais. J'ai peur de rien. C'est très Aujourd'hui, c'est ce que je dis, Mm. je n'ai plus peur de rien. Mm. Et j'ai un frère qui me dit ça, il me dit, mais après ce que tu as vécu, tu vas avoir peur de quoi? Ouais. Non, mais ma soeur, tu vas avoir peur de quoi? Qui peut t'arrêter aujourd'hui? C'est ça. Il n'y a Clairement. personne. Il n'y Mais a clairement. personne. Mm. Et je dis vraiment, en plus, c'est la réalité. Mm. Aujourd'hui, il n'y a personne. Mm. Il n'y a personne qui me fait peur, il n'y a personne. Ah ouais. Il n'y a rien qui me fait peur. Rien. Parce que tu as été poussée dans tes retranchements, Mais mais d'une manière incroyable, Oui. en fait. Donc, au final, genre, je suis en mode. Non, j'ai peur de personne, j'ai peur de Ouais. rien. Mm. Si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Et on me dit, ouais, mais imagine, tu meurs, je sais pas, dans un attentat. Parce qu'en ce moment, c'est le truc, Oui, c'est le truc très des à la attentats, mode, ouais. tu vois. Les gens Et- ont vraiment peur, hein. Non, mais vraiment. Et c'est ma mère qui me dit ça. Parce Ouais. qu'ils sont de la Réunion et tout. Donc, eux, ils voient Oui. les infos. De loin, et ouais. Les infos. Oui. Et voilà. On va pas parler de ce sujet-là. Non, mais pas du tout. Et donc, elle me dit, j'ai peur. Non, non. Et je dis, bon, mais moi, je sors boire un thé avec une de ma meilleure amie ce soir et tout. Oui. Ah, mais t'as pas peur? J'ai dit, ben, si jamais je meurs ce soir, ben, dis-toi, maman, que je Mm. suis morte heureuse. C'est ça. Voilà. Mm. Vraiment dit, merci, Ouais. elle a une fin de vie très agréable. Mm. Et voilà. Et le bonheur, en fait, moi, je trouve que le bonheur aujourd'hui, c'est la liberté de vivre une vie qui t'épanouit, en fait. C'est ça. Il n'y a pas d'autre truc. Et je parle même Mm. pas, tu vois, d'argent, de trucs, parce que Oui. pour moi, c'est... Tu vois, quand il y a eu le truc par rapport à l'argent, j'ai aussi changé ma vision des Mm. choses. Oui, parce que Avant- tu gagnais bien ta vie. Je gagnais très Ouais. bien ma vie. Et c'est vrai que tout le monde dit oui, mais comment tu vas faire et tout, machin, après, à ton compte, tatati tata. Ça a été difficile. Mm. La première année, c'était très, très compliqué. Mais c'est vrai que dans ma tête, j'avais défini un budget minimum pour vivre. Mm. Donc, au final, à partir du moment où je couvrais ça, j'étais OK. J'allais pas faire plus. Oui. En tout cas, au début, Au début, oui, juste C'était histoire en de mode grandir, en fait. juste, Mm. mais même de prendre le temps, Mm. d'analyser la situation, de faire les bons choix, de pas se Mm. précipiter, d'être bien réfléchi et de faire les bons choix. Mm. Et de ne pas être poussé par l'appât du gain et par le besoin de faire de l'argent pour faire de l'argent. Non, Mm. c'est pas l'argent, c'est pas ce qui me motive. C'est la résultante de ce que je fais, mais c'est pas ce qui me motive. Mm. Mon moteur, c'est pas ça. Mon moteur, c'est de faire d'aider des gens, parce qu'à la base, Ouais. c'est pour ça que j'ai fait ce métier, Mm. d'aider des gens à se révéler, d'aider des femmes à reprendre le contrôle de leur vie. Clairement. Parce que par le sport, on sous-cote le sport. Mm. Mais le sport, c'est un état d'esprit. Ouais. C'est un état d'esprit et je sais, pour avoir vu des femmes, elles vont faire du sport, elles vont réussir à faire des choses, elles vont avoir cette fierté d'avoir réussi quelque chose. Et petit à petit, cette fierté, elle va grandir, grandir, grandir pour après devenir cette estime d'elles-mêmes Ouais. qu'elles n'avaient pas ou qu'elles ont perdu pour X ou Y raison. Souvent, j'ai eu des mamans Mm. après accouchement qui se sentaient mal dans leur peau Oui. à cause de leurs kilos en trop, etc. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que moi, ne pouvant pas avoir d'enfants, on pourrait trouver ça très bizarre c'est Que vraiment un tu public décides que j'adore, d'accompagner. Ouais. les mamans. postpartum, Ouais. j'adore ça. Vous avez entendu? J'adore. Non, parce que je trouve que le fait de ne pas pouvoir être mère, moi j'ai un regard sur la maman qui est encore plus décuplé, j'ai encore plus de respect et d'admiration vis-à-vis des mamans. Plus que de l'envie ou de la jalousie, c'est plus je sais ce que moi j'ai perdu et je sais à quel point c'est précieux. Oui. Parce que... C'est ouf, hein, ta manière de voir les choses, en fait, je la trouve honorable, vraiment. Et c'est vrai que pour moi, une maman,
déjà, ça fabrique un humain. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça, n'est-ce pas? Il n'y a que la moitié de la population mondiale. Ouais, déjà. Mais bon, bref. Mais en tout cas, c'est réservé aux femmes et je trouve ça juste incroyable. Et derrière, c'est un corps qui fabrique un corps. Donc, oui, derrière, ça laisse des séquelles, ça laisse des traces. Et je trouve que c'est pas parce qu'on est maman que on est condamné à rester dans un corps qui ne nous convient plus ou qui ne convient pas parce qu'on est maman. Non, en fait, on a le droit de s'aimer, on a le droit de reprendre le contrôle et on a le droit de prendre du temps pour soi parce que je trouve qu'on les presse en fait. C'est ça. Ouais, on les presse. On les presse beaucoup. Donc, moi, après, tout le monde dit oui, mais bon, chacun choisit d'avoir des enfants. Pas... Non, mais alors ça, ce discours, je peux même pas l'entendre. Mais non, mais parce que tu as ce genre de discours. Mais après, il faut quand même remettre les couronnes aux personnes. Et une maman, en fait, ça gère beaucoup de choses. Et ça ne se gère pas. Et ça, je trouve ça très dommage. Et c'est pour ça que le postpartum, j'adore. Parce qu'elles se redécouvrent. Et des fois, c'est des femmes qui faisaient même pas de sport avant d'avoir la grossesse. Et en fait, elles se redécouvrent. Et je vois des floraisons de Wonder Mama, là. Genre, vraiment des femmes qui, même dans la posture, tout de suite, elles sont... tu vois, genre, le dos bien redressé, la tête bien haute. Fière et tout, tu vois. Et ça, pour moi, c'est la victoire. Et c'est ça, mon moteur. Et ça, ce moteur-là, il donne des résultats. Et à la fin, c'est monétisé, tu vois. Mais en soi, je cours pas... Moi, l'argent, c'est plus... Et ça l'a été dans mon ancienne vie, mais ce n'est plus ce après quoi je cours. Mais attention, je ne dis pas que l'argent n'est pas important. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que si ce que tu fais, c'est juste pour l'argent, ça marchera pas. C'est ça. Parce qu'il manquera quelque chose. Il n'y a pas de sens. De la structure, du noyau, de quelque chose qui pourra, pour le coup, survivre dans le temps, etc. et qui pourra être constant. L'argent... Ouais, mais c'est ça, ça fluctue, ça monte, ça descend, tu sais pas. C'est pour ça. Et s'il n'y a pas de sens, en fait, tu vas pas accepter cette période où c'est en bas. Mais je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur les mamans, parce qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui nous écoutent. Et c'est aussi cette période de postpartum d'accepter, en fait, que une femme qui accouche, déjà, elle a fait une chose incroyable. Complètement. Il y a un être humain qui est sorti de ton corps, donc c'est normal que ton corps, en fait, ne soit pas le même qu'avant. Faut accepter de prendre le temps que ton corps aussi se remette, accepte ce qui s'est passé et ne pas être... Faut absolument que je perde mes kilos de grossesse. C'est ça, et ne pas être aveugle aussi avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, celles qui perdent leur ventre direct. Il y a Photoshop, il y a tout, on est toutes différentes aussi. Et puis au-delà, en fait, tu as des coachs, par exemple, moi j'ai des amis coachs qui étaient enceintes, elles ont fait du sport elles étaient très sportives avant d'être enceintes, elles ont continué à être sportives pendant leur grossesse parce qu'elles n'avaient pas de problème pendant leur grossesse, grâce à Dieu. Et après, elles ont tout de suite été comme avant. Mais ça dépend de chaque personne. Déjà, ça dépend de chaque personne. Et combien de femmes sont dans ce cas-là? C'est pas représentatif. C'est ça, en fait. C'est pas représentatif. Et en plus, est-ce que à ces femmes-là, moi, j'aimerais bien leur poser, est-ce que vous êtes heureuse? Parce que, moi, je pense que la question qu'on pose pas aux gens et qui est déterminante et la plus importante, c'est: est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureuse? À partir du moment où tes choix de vie te rendent heureuse, quel qu'ils soient tes choix de vie, tu as envie d'avoir 4, 5, 7 enfants et t'occuper de tes enfants et ça t'épanouit et t'es hyper bien avec ça, en fait. Mais bravo, mais c'est tout. génial. Et si à côté de ça, toi, en fait, ton goal, c'est que t'aimes pouvoir sculpter ton corps, ça te donne un sentiment de contrôle et machin, c'est ton goal, et toi, ça te rend heureuse, mais fais-le, en fait. Mais pour moi, en fait, il faut juste inciter les gens à faire des choses pour eux, et faire des choses qui les rendent heureux et heureuses, surtout pour les femmes. Mais voilà, il n'y a pas de formule magique de oui, t'as ton gosse et après, quand t'as fait ta rééducation du périnée, il faut que t'ailles faire du sport. Non, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Doucement. Fais ce que tu veux C'est qui ça. te fait du bien, en fait. Exactement. Et c'est vraiment ce truc-là, je pense, après la maladie, qui, moi, a changé ma vision. Et c'est la bonne parole que je dissémine partout. C'est vraiment la graine, c'est...
Faites les choses pour vous, faites les choses qui vous rendent heureuse et priorisez-vous. Parce que si vous allez bien, votre famille ira bien, vos enfants iront bien, votre activité professionnelle ira bien, votre corps ira bien. En fait, à partir du moment où on investit sur soi, en fait, c'est comme si tu plantes une graine et après tu as des fruits. Et ces fruits-là, tu les redistribues dans tout ton entourage, dans tout ton prisme qui est autour de toi. Donc, si tu nourris pas cette plante-là, ben en fait, autour, il y a rien. Il y a rien. Et toi-même, déjà, il y a rien aussi. C'est un bel exemple, la plante. Ben oui. Parce que vraiment, Faut mettre la s'arroser, graine, c'est ça, s'arroser, prendre soin de voilà. soi, en fait, pour que toi, tu sois bien et que tu sois aussi cette lumière pour les autres. Et que tu puisses partager et que tu ça. puisses, en fait, faire fructifier. Parce que, vraiment, le fait de prendre soin de soi, bah, ça te permet de fleurir, je parle, voilà, et de pouvoir produire des fruits. Ouais. Et ces fruits-là, tu peux les distribuer, tu vois. Et c'est pour ça, quand on me dit, oui, ta stérilité, et ça, c'est la deuxième phrase que je sors tout le temps, quand j'ai compris que j'étais complètement stérile suite à la tumeur, je me suis dit, mais voilà, tu as 35 ans, tu es stérile, tu ne pourras pas avoir d'enfant naturellement. Tu as d'autres possibilités, hein, mais comment tu te définis, tu vois, en tant que femme dans cette société qui aussi va beaucoup définir la femme par rapport à la maternité. Ouais. Comme si c'était le seul rôle pour lequel on était faite. C'est un très beau rôle, hein, mais on est avant tout des femmes, avant d'être autre chose. Avant d'être une mère. Voilà, non, mais c'est ça, en fait. On est d'abord des femmes et on est des êtres humains. On est, et juste en de étant choses. nous-mêmes, on a juste de la valeur. Donc, C'est ça. Voilà, c'est pas C'est le bien fait de d'avoir le des rappeler. enfants qui te donnent de la valeur. Exactement. C'est pas ça du tout. En revanche, si tu es une femme épanouie en tant que mère, oui, là, ça te donne de la valeur. Bref. Et c'est vrai que moi, j'étais là, mais au final, aujourd'hui, dans le monde, je suis une femme qui peut pas enfanter, mais je vaux plus rien, quoi, tu vois. Oui. Et en fait, je me suis dit, je vais chercher la définition de fertile dans le dictionnaire. Je vais aller à la source. Qu'est-ce chercher. que ça veut dire déjà? Fertile, c'est quelque chose qui produit des fruits. Oui, ça n'a rien à voir. Donc, à partir de là, je dis, moi, je vais être hyper fertile. Je vais être hyper fertile parce que je vais planter des graines partout. Je vais planter des graines d'espoir, je vais planter des graines de motivation, je vais planter des graines de joie, de bonheur, je vais planter des graines de discipline, je vais planter. Et en fait, bah, je serai hyper fertile. Donc au final, on met une étiquette de stérilité, mais en fait, pas du tout. Je suis hyper fertile. Et la fertilité, c'est produire. Donc en fait, quand j'impacte la vie de quelqu'un, je produis quelque chose. Quand tu vois, beau. Et au final, bah, en fait, à partir de là, je me suis sentie vraiment hyper bien avec le fait de ne pas pouvoir porter la vie. Parce qu'au final, la vie, c'était moi. Et au final, la vie, bah, je la mettais un peu autour de moi. Partout, en fait. Et surtout, j'ai compris ma mission. Parce que je me suis dit, je ne suis pas là pour rien. Je ne suis pas restée pour rien. Je suis restée parce qu'il fallait que je parle, il fallait que je témoigne. Il fallait que je parle de cette histoire. Et merci pour l'invitation, pour le coup. Oui. Parce que pour montrer aux gens que il y a toujours de l'espoir. Et c'est vraiment le message, il y a de l'espoir, le bonheur existe, tu vois, genre vraiment, et rien n'est définitif. Et la fertilité, en tant que femme, c'est pas juste la maternité. La fertilité, c'est par exemple aider ses sœurs. La fertilité, c'est donner de la force à d'autres personnes, impacter. La fertilité, c'est impacter, tu vois. Et à partir du moment où t'impactes, t'es fertile. Ouais, c'est une très belle définition qui vraiment, elle est touchante de ouf, vraiment. Non, mais ça fait du bien en fait parce que je sais que il y a beaucoup de gens qui vont écouter et peut-être des femmes justement qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui restent en fait sur ça. On leur met la pression sur ça et elles se fixent uniquement sur ça. Elles vont pas chercher à avoir d'autres rôles et à impacter différemment parce qu'elles sont trop fixées sur ça en fait. Complètement. Et là en fait tu redistribues les cartes en mode bah non, certes, je peux pas avoir d'enfant, mais en fait, je suis moi, Marie-Agnès, et je sais faire plein de choses. Dieu m'a donné plein de talents. Donc, je ne suis pas maman, ok, mais je vais accompagner des femmes, je vais donner de la vie, je vais impacter, j'ai du sens. Enfin, trop de belles choses en C'est fait. ça. Et c'est exactement ça. C'est que je pense que moi, dans mon cas,
ma stérilité, elle est arrivée dans ma vie pour une raison. Oui. Elle est arrivée dans ma vie pour une raison et pour pouvoir, moi, me découvrir tous les talents que j'avais enfouis et que je laissais pas fleurir ou en tout cas sur lesquels je travaillais pas. Et c'est pour ça aussi que quand on me dit mais tu fais 40 000 trucs, déjà parce que pour moi la vie est le temps, c'est précieux. Donc faut faire des choses, faut faire des choses. Le temps c'est précieux, c'est un cadeau tous les matins, c'est un cadeau, faut dire merci. Et c'est vrai que oui, je fais plein de choses mais parce que je sais que j'ai des grandes capacités d'organisation, que oui, je peux le matin donner des cours, le midi gérer les factures de mes coachs, l'après-midi être en train d'enregistrer un podcast, coacher quelqu'un à 18h et aller chercher mon père à l'aéroport à 20h. Mais bon, bref, tu vois. Mais c'est voilà, et samedi, je vais chauffer une course là qui est l'Endorun pour lever les fonds pour la recherche autour de l'endométriose. Il y a 800 coureurs, donc je vais échauffer 800 personnes. La semaine prochaine, je rencontre le ministre de la Santé. Bref, en fait, je fais plein de choses et on me dit mais comment tu fais? En fait, les opportunités qui s'offrent à moi, je les saisis. Et c'est ça aussi que je voudrais dire aux gens. Quand on vous propose des choses, enfin, pas n'importe quoi, attention, je tempère mon discours, mais en gros, il y a des opportunités qui sont sur votre chemin, ne les ratez pas. Saisissez les opportunités. Saisissez. Il y a des rencontres, par exemple, toi et moi, on s'est rencontrés à un truc autour du sport, c'est ça. Tu vois, et regarde, là, on est en train de faire un podcast. C'est incroyable. Et c'est ça, et c'est... faites votre réseau, constituez-vous votre réseau. Le réseau, c'est hyper important. C'est ça. Prenez soin de votre réseau, faites cette espèce de toile d'araignée et donnez-vous de la force entre vous parce que c'est aussi ça qui fait que voilà. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas de secret. Tout repose sur le fait d'être aligné avec soi-même et de prendre soin de son réseau. Et surtout, ne négligez personne parce qu'en soi, quand on s'est rencontrés, je faisais pas de podcast. Non, pas du tout. À ce stade-là, c'était simplement un cours de sport. Filmé en plus, c'était juste pour. C'était pour les. C'est pas pour les JO 2024 ou je sais pas quoi. Oui, si, c'était pour créer du contenu en fait. C'est ça. C'était pour créer du contenu. Et à la fin, on est là. C'est pour ça. Mais alors que rien n'était. Enfin, on pensait pas du tout en arriver là en fait. Pas du tout. C'est ouf. Mais c'est pour ça que je trouve ça hyper important de ne pas avoir d'a priori. D'aller à la rencontre des gens. Moi, je suis quelqu'un, t'as remarqué, j'aime les gens. Oui, clairement. Voilà, j'aime les gens, j'aime aller à la rencontre des gens. J'ai aucun a priori sur personne. Et je pense que ça, c'est vraiment, si je devais donner un talent qu'on m'a donné, qu'on m'a offert, c'est cette capacité à voir au-delà des apparences et au-delà de tout, en fait, juste de voir l'être humain qu'en face de moi et d'avoir aucun a priori, même quand j'ai des clients qui viennent ou qui me sollicitent ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais d'a priori parce que je me dis toutes les rencontres dans ta vie, elles arrivent pour une raison. Des fois, tu comprends pas la raison tout de suite, mais le temps te fait comprendre pourquoi. C'est le bon soupçon aussi, ne pas avoir de mauvais soupçons quand les gens sont là, viennent se dire qu'est-ce qu'il me veut, le bon soupçon en fait. Non, et puis après, dans tous les cas, moi je pars du principe que tu connais tes intentions. Tu sais qui tu es. Après, si l'autre en face, moi je sais que j'ai jamais fermé de porte d'office à quelqu'un. Parce que je me dis, chaque rencontre, elle est là pour quelque chose. Pour le bien comme pour le mal. Mais c'est une leçon ou une victoire, peu importe. Mais c'est vrai que l'intention, toi, tu sais qui tu es. Donc, peu importe ce que la personne, elle va penser. Toi, tu es qui tu es. La personne en face, elle veut te la faire à l'envers ou elle veut mal se comporter. Ça ne m'appartient pas. Clairement. Ça ne va pas remettre en question ma valeur. Ça ne va pas du tout me faire douter de moi. Chaque personne est responsable de ce qu'elle pense, de ce qu'elle fait, etc. Je ne vais pas payer pour ce que tu as fait. Clairement. En fait, c'est ça. La roue tourne. Voilà, je ne vais pas payer. Donc, si demain, moi, j'ai mes intentions, j'estime être une bonne personne et de ne pas avoir de mauvaises intentions vis-à-vis des autres et de me comporter majoritairement correctement, ou si ce n'est pas le cas, c'est jamais volontaire. Si en face, toi, tu arrives et tu veux faire quelque chose de malsain, etc., c'est toi et toi. Si toi, tu n'as pas apprécié ma façon d'être, etc., on n'est pas obligé de s'aimer. Enfin, on n'est pas obligé d'être amis, on n'est pas obligé. Mais au moins, on a essayé, on a fait un échange. Après, ça match pas. Mais tout ça pour dire que chacun prend ses responsabilités. C'est ça. Chacun prend ses responsabilités. Chacun est responsable de ses actes et de ses paroles et de ses pensées. Donc après, si tu as envie de me causer du tort,
Moi, je serais toi, je le ferais pas parce que comme je suis une bonne personne, ça risque de te coûter cher. Mais, Clairement. mais après, si tu as envie de prendre le risque, je vais te Vas-y, dire, hein. c'est ton problème. Tu Hein. verras. Mais ouais, non, faut rester Mm. ouvert. Je pense il faut rester ouvert et on a Mm. toujours. Moi, j'ai eu que des bonnes surprises dans tout. Ouais. Et je pense qu'il faut rester ouvert et surtout ne jamais douter de ce qu'on est. Et Mm. personne, à partir du moment où personne n'est en capacité de remettre en question ce que Mm. tu penses de toi et la valeur que tu te donnes, Mm. je pense que tu es déjà arrivé à un stade De de confiance et confiance et d'estime de machin toi. Ouais. qui est bien. Et je pense Mm. que c'est ça le goal premier, Mm. c'est de se dire aujourd'hui, j'ai plus besoin de la validation extérieure. Ouais. J'ai plus besoin qu'on me dise t'es super, bah, c'est cool, merci, c'est Ouais. gentil, tu vois, Je le sais. mais je le sais déjà. Ouais. Non, mais c'est ça, mais c'est important de le savoir soi-même. Mais en fait, Mm. quand je dis je le sais, c'est pas un manque d'humilité. Oui. C'est que je suis convaincue d'être une bonne personne. Mm. Je le sais parce que je sais que j'ai mon cœur et voilà. Ouais. Et c'est vrai que demain, quelqu'un, je sais pas, avec qui ça va pas passer ou avec qui je vais avoir une altercation, parce qu'après on est humain, machin, Mm. c'est pas parce que j'ai une altercation avec quelqu'un que je vais me dire, mais en fait, t'es une mauvaise personne. Ouais. Non, mais pas du tout, en fait. C'est juste que avec cette personne, ça passe pas. Mhm. Ouais, Et fin. voilà, c'est tout. C'est Terminé. Mm, c'est tout. Je vais revenir sur un truc que tu nous as donné énormément, c'est génial, sur ton endométriose, Yes. parce que je sais que beaucoup sont touchés, mais n'osent pas aussi en parler. Aujourd'hui, toi, comment tu vis avec cette maladie? En sachant que tu es une femme multipolyvalente, que ça ne t'empêche pas d'avancer. Non, pas du Comment tout. tu fais pour vivre avec ça au quotidien? Alors, déjà, moi, il faut savoir que j'ai été beaucoup opérée par le passé. Il y a avant la tumeur et tout, c'était très compliqué. J'arrivais pas, j'étais en arrêt tout le temps. Ouais. Moi, ce qui a changé ma vie par rapport à l'endométriose, c'est faut savoir qu'il y a une chose qui est importante dans la douleur, parce que l'endométriose, le symptôme le plus handicapant, c'est la douleur. Ouais. Et après, le deuxième symptôme, c'est l'hypofertilité, le fait d'avoir des difficultés à avoir des enfants ou à tomber enceinte. Je rassure la majorité des femmes qui vont nous écouter, ça ne concerne pas, je crois que c'est 40% des endométrioses, et sur les 40%, il n'y a que 10% qui vont vraiment avoir beaucoup, beaucoup de mal. Ok. Donc, on arrête de dire que voilà, Ouais. ça rend stérile, parce que ça, je l'entends tout le temps et ça fait peur aux gens, et en fait, pas du tout. Ok. Mm. La douleur, en fait, faut juste comprendre le mécanisme de la douleur. La douleur, c'est un message qui vient du cerveau, enfin, c'est voilà, avec Ouais. des motoneurones, Mm. et voilà, c'est un qui passe par la moelle épinière et après qui va là où t'as mal. Donc, Mm. en gros, c'est un message. Il faut savoir que quand on est atteint d'endométriose, on a une hypersensibilité au niveau des nerfs, etc. Et donc de la douleur. C'est-à-dire qu'on est encore plus Ok. sensible. Plus t'as mal et plus t'auras mal. En gros, D'accord. on a une hypersensibilisation physique. Mm. Et c'est vrai que on n'en parle pas assez, Clairement. mais le stress et la fatigue, surtout le stress, Mm. c'est le premier facteur qui va déclencher des douleurs, ou en tout cas qui peut impacter la douleur, Mm. enfin le ressenti de douleur. Donc, mesdames, si vous êtes atteinte d'endométriose, le conseil que je vais te donner à une femme qui est atteinte d'endométriose, c'est de prendre du temps pour elle. Ouais. Et surtout d'identifier ce qui la stresse, ce qui la met pas bien. Mm. Parce que déjà, si elle arrive à travailler là-dessus, déjà, elle pourra beaucoup mieux gérer ses crises. Mm. Moi j'ai fait beaucoup de yoga et de méditation pour pouvoir faire travailler les tissus, étirer, etc. Mm. Être moins compacté, parce que quand on a mal, on a tendance à se refermer Oui. et à rester comme ça, très crispé et tout. Ouais. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire qu'il faut. Mais c'est difficile quand on... Oui, quand on souffre. Quand on est d'avoir dedans, cette c'est réaction-là. compliqué, tu Ouais. vois. C'est automatiquement, tu auras la réaction de je me De crispe et plier. je me plie, c'est Ouais. normal. Et c'est vrai que j'ai fait du yoga, méditation. J'ai pris plus de temps pour moi, c'est-à-dire que j'allais me faire masser, j'allais au hammam, j'allais chez le coiffeur. Ouais. J'essayais d'avoir des moments vraiment agréables. Mm. Et j'allais boire des verres avec mes copines. Mm. J'essayais vraiment de m'octroyer des moments off. Mm. Et dès que je sentais qu'une crise arrivait, je me mettais dans des routines où je me faisais des automassages avec des huiles essentielles et de l'huile neutre. Voilà. Et en fait, j'essayais de vraiment faire un environnement le plus sain possible pour moi. Et petit à petit, au niveau alimentation, j'ai énormément changé mon alimentation. Ouais. Aujourd'hui, moi, je mange quasiment plus de viande. Ok. Je mange plus de produits laitiers. Ouais. J'ai supprimé pas mal de produits inflammatoires.
pour, parce que c'est une inflammation. Enfin, la douleur vient de l'inflammation, en fait. Ok. Donc, j'essaye de faire attention. Donc, un conseil aussi que je peux donner, c'est quand vous mangez quelque chose, essayez de noter les réactions de votre corps. Oui. S'il y a un aliment qui va peut-être vous donner des barbouillements, mal au ventre, ballonner, etc., vous savez que c'est que... Par exemple, moi, le gluten, c'est quelque chose qui passe plus ou à petite dose. Donc, bref, en tout cas, écoutez-vous. C'est vraiment écoutez-vous. Moi, je me suis écoutée. Les médecins, en gros, voulaient m'opérer une dernière fois. C'était en 2020. Ouais, et je leur ai dit non, laissez-moi un an pour 2019-2020 pour... je vais faire mes recherches. Et si dans un an, je suis toujours dans cet état de crise, etc., j'accepterai la dernière opération. Et pendant un an, j'ai commencé à faire du sport. Aujourd'hui, tout le monde, tous les professionnels de santé, parce que je travaille beaucoup avec l'association Endomine au sein des filières de soins sur tout le territoire français, tous les médecins aujourd'hui disent que le sport est un vrai indispensable dans le cadre des maladies chroniques. Donc en fait, aujourd'hui, tout le monde s'est mis d'accord sur le fait qu'il faut bouger. Ok. Donc ça, faites du sport, même si vous avez mal. Il faut faire une activité, trouver quelqu'un qui, au moins un coach par exemple, qui soit au fait de la maladie, parce que ça c'est important, pour comprendre comment prendre en charge quand on est en phase douloureuse, etc. D'avoir quelqu'un qui connaisse, c'est quand même plus cool. Mais le sport, l'hygiène de vie, c'est le plus important. Donc essayez moi c'est ce qui m'a permis de pouvoir gérer. Aujourd'hui, avant j'avais des crises tout le temps, j'avais mal tout le temps, j'allais... toutes les semaines chez l'ostéopathe, tout sous antidouleur, anti-inflammatoire, anti-tout, tout le temps. J'avais une pharmacie chez moi, laisse tomber. Aujourd'hui, si tu as un Doliprane dans mon tiroir, c'est incroyable. Vraiment, je ne sais même pas s'il y en a, tu vois. Je crois qu'il n'y en a pas. Il y a du sérum physiologique pour les yeux de mon chat, c'est même pas pour moi. Donc, tu vois, donc vraiment, il n'y a plus de médicaments chez moi. Et en fait, quand je vois que j'ai une crise qui arrive, je la sens parce que je suis à l'écoute de mon corps. Et je me suis vraiment connectée avec mon corps, mes ressentis. On doit être à l'écoute de nous-mêmes. C'est vraiment la première personne qu'on doit écouter, c'est nous. Et notre corps, il nous parle. Et moi, je sais que mon corps était à l'image de mon état psychique et de ma santé mentale. Il y a 4-5 ans, j'étais pas bien. Mon corps n'était pas bien. Aujourd'hui, je vais bien. Je touche du bois. Il y en a partout. Que ça continue. Et je ferai en sorte que ça continue. Et c'est vraiment ça. C'est... Le corps parle. C'est la maladie... Les mots ont dit, la maladie, voilà c'est quoi. Ça. Ok. Top. Merci pour tout ça. Rien. Franchement, tu as donné beaucoup et je pense que pour des personnes qui vivent cette même situation, en fait, ça doit rebooster, même, tu sais, limite donner un plan d'action, en fait, pour mieux gérer la maladie, que ce soit un cancer, une tumeur, que ce soit l'endométriose. Réfléchir un peu en mode plan d'action et ne pas s'apitoyer sur son sort parce qu'on vit la chose, oui, mais c'est pas une fatalité, on est encore là. En fait, à partir du moment où on est encore en vie, c'est important de dire aux gens d'encaisser la nouvelle. Je pense que chacun gère un peu, tu vois, son temps de comment j'accueille et comment je gère le truc, tu vois. Donc ça, là-dessus, ça dépend des gens, le délai d'acceptation du truc. Mais après, je pars du principe que d'être en vie, c'est un cadeau et ça, j'insiste, c'est un cadeau. Chaque jour, on a la possibilité de devenir une meilleure personne. Tous les jours qui sont offerts, c'est pas pour rien. C'est pas des journées du temps à jeter comme ça. C'est du temps à utiliser. On donne du temps chaque jour. Donc chaque jour, c'est une opportunité de faire des meilleures choses pour soi, pour les autres, peu importe. Mais c'est un cadeau. Donc, à partir du moment où vous avez cette possibilité, vous avez encore cette possibilité, même si la situation, elle est catastrophique dans votre vie, elle est difficile et j'en connais quelque chose, essayez. Alors, moi, je ne suis pas pour l'ultra-positivisme parce que je pense que c'est faux, tu vois. Moi, j'ai pas toujours été positive et des fois, ça va pas. Hein, donc, voilà. Mais j'accepte que ça aille pas. Il n'y a pas de problème. C'est normal. C'est partie de la vie, tu vois. C'est ça. C'est d'accepter, mais accepter, ça veut pas dire stagner. Tu as le droit d'accepter, tu as le droit de pas être bien, mais tu as surtout le droit et tu as le devoir d'avancer. Ouais.
Parfait. Voilà. C'était génial. Merci pour tous ces conseils. Merci pour l'invitation. Merci pour tout ce beau témoignage. Et vraiment, je te souhaite que du bon. Pareil je te souhaite pour toi. de continuer à briller comme tu brilles et de continuer à mettre ta lumière sur les autres comme tu le fais aujourd'hui. Et je doute pas que tu continueras à apporter, à distribuer tes fruits encore plus et encore à plus de personnes. Franchement, oui. Je te le souhaite vraiment Merci de beaucoup. fou. Et voilà, c'est la fin de cet épisode déjà. Ouais, ça passe vite. super Bah, t'as vu? Ça passe vite, hein. Quand on parle, on est dedans là. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura apporté énormément de choses. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des retours, à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé et comment vous sortez aussi positivement de cet épisode. Je vous fais plein de bisous, mesdames, et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode des Astuces de Madame. Nous espérons que tu as trouvé des conseils précieux pour cultiver ton épanouissement et ta confiance en toi. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker, de laisser un avis et surtout de rester connecté pour encore plus d'inspiration. Souviens-toi qu'être une femme, c'est beau et que chaque pas vers l'acceptation de soi est un pas vers la confiance radieuse. À la prochaine!